Nous sommes le 31 décembre 2024 pour vous qui nous suivez en diffusion et le 1er janvier 2025 pour vous qui nous suivez en rediffusion sur votre chaîne Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, c'est la dernière livraison de l'année 2024 de votre magazine Vers Info. Merci pour tout ce que vous avez fait tout au long de l'année 2024 dans le cadre bien sûr de ce magazine Vers Info et de son site internet vertversinfo.com. Nous vous souhaitons donc tous nos meilleurs vœux pour cette année 2025 et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et qu'il continue à nous protéger, mais surtout que nous puissions encore vous apporter l'information environnementale, l'information liée au développement durable. Cette dernière livraison de votre magazine va être consacrée plus dans une certaine mesure à une rétrospective parce qu'au mois de septembre 2024, nous avons effectué une mission de service au niveau de Yaouma, territoire de Yaouma dans la province de la Tchopo, pour vulgariser la loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Nous allons revenir avec les différentes interventions qui ont été faites au cours de cette émission, les différentes interviews que nous avions réalisées. Nous allons devoir vous les proposer pour vous remémorer et vous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à tout ce qui a été fait lors de cette émission des services. Mais nous allons vous proposer d'ailleurs tout de suite le reportage que nous avons réalisé sur la défense, la deuxième défense des thèses à l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa avec Madame Zwera Sani qui a défendu sa thèse de doctorat en sciences des ressources en eau de l'université de Kinshasa. L'école régionale de l'eau, c'est cette école d'excellence en tout cas, comme le veut le professeur Raphaël Chimanga, qui en est le directeur. Je vous propose de suivre ce reportage que nous avons réalisé lors de la défense, c'était le 26 décembre 2024. Après la défense avec brio de la première thèse de doctorat de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa par Jamel Keshnitz, sanctionnée par une plus grande distinction, c'était au tour de Madame Zwera Sani Boubacar Goubé Gao de passer le même exercice jeudi 26 décembre 2024. Devant les membres du jury composé d'éminents professeurs et les autorités académiques de l'université de Kinshasa, le récipiendaire Zwera Sani a décortiqué avec le maximum de maîtrise sa thèse intitulée « Développement d'une approche permettant d'équilibrer les usages de l'eau et la protection de la qualité de l'eau d'un écosystème riverain urbain, cas du bassin versant de la rivière Ndjili à Kinshasa en RDC. » Promoteur de la thèse, le professeur Adimboui de l'université de Kinshasa, premier copromoteur, professeur Raphaël Chimanga de l'université de Kinshasa et directeur de l'école régionale de l'eau, et deuxième copromoteur, professeur Nelson Ogene-Karo de l'université de Rhodes en Afrique du Sud. L'analyse de couverture terrestre du cours inférieur du bassin versant de la rivière Ndjili nous a permis de déterminer 8 catégories d'occupation de sol. Après l'exposé du récipiendaire sur sa thèse, le professeur Claude Kachaka, président du jury, annonce la décision suivante. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Madame Sani Boubacar Goubé Gao Zwera a réussi avec la mention grande distinction. Zwera Sani est désormais docteur en sciences des ressources en eau, deuxième docteur à thèse de l'école régionale de l'eau de l'Unikin, une prouesse pour cette école dirigée par le professeur Raphaël Chimanga, qui forme des techniciens dans les questions des ressources en eau dans le bassin du Congo, utile pour la sous-région, l'Afrique et même le monde. Mes sincères remerciements au recteur de l'université de Kinshasa. Nous remercions aussi le représentant du recteur de l'université de Kinshasa. Nos sincères remerciements à l'endroit du président du jury. Nos sincères remerciements aussi au directeur de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa de nous avoir apporté sa formation indéfectible au sein de sa prestigieuse école, mais aussi en tant qu'encadrant de ce travail de thèse.
Le professeur a tendance à mettre la barre haute. C'était pas du tout facile. Il fallait qu'on montre nos preuves, qu'on soit à la hauteur de son expertise dans ce travail. Nos sincères remerciements aussi à toute l'équipe de l'école régionale de l'eau et du CREBAC. Dans son mot de circonstance, le professeur Raphaël Chimanga, après avoir remercié les enseignants de l'école, a invité les uns et les autres au sacrifice pour relever les défis de la gestion des ressources en eau en République démocratique du Congo et dans le bassin du Congo. Il n'y a pas de bons résultats d'excellence sans sacrifice. Si nous refusons de faire des sacrifices dans notre nation, nous allons toujours commencer à nous accuser, à accuser les décideurs. Je crois qu'il est temps que nous puissions prendre conscience, que nous puissions faire des sacrifices afin de pouvoir relever les défis du secteur des ressources en eau. J'ai toujours dit que nous devons garder nos forêts pour que nos forêts continuent à nous produire des flux hydrologiques. Le minerai vont devoir s'épuiser, mais les ressources en eau, nous devons les utiliser pour pouvoir nous développer. Je rappelle toujours ce principe, c'est que l'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages et devrait être traitée comme un bien économique. Chaque jour qui se passe, nous sommes en train de déverser des milliards de dollars dans l'océan. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Et lorsque les autres viennent, ils voient ce que nous avons comme ressources en eau, ils s'étonnent. Elle vient du Niger et l'autre venait de l'Algérie. Lorsque les gens voient les ressources en eau que nous avons ici, que nous sommes en train de gaspiller par la pollution, que nous sommes en train juste de déverser dans l'océan sans être utilisés, on trouve qu'il y a un problème. Qui peut résoudre ce problème s'il n'est pas le scientifique? Ce n'est pas le président de la République qui va résoudre ces problèmes, c'est nous les scientifiques qui devons apporter des solutions tangibles aux décideurs pour qu'on puisse trouver ces solutions. Au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique, le professeur Charles Odiko Lokanga, a procédé à la collation des grades académiques à la nouvelle docteur à thèse de l'école régionale de l'eau de l'Unikin. Dans la Rome antique, tous ceux qui ont chanté les hauts faits de la Rome pouvaient bénéficier de la nationalité. Et donc, on ne pouvait pas les considérer comme des peuples barbares. Cette thèse d'aujourd'hui, elle n'a pas les premiers résultats, ce sont les résultats de la République démocratique du Congo. Et je vais souligner que ce n'est pas une thèse pour obtenir les grades de docteur seulement en ressources en eau. C'est une thèse qui propose des solutions concrètes aux problèmes de la société. Et d'abord de la société congolaise, avec la possibilité de s'internationaliser et d'aller au-delà. Donc aujourd'hui, nous devons dire, même là on vous dira, toi tu as fait la thèse où? En RDC. Donc nous croyons que tu es binational. Une bonne partie dans ton pays, mais la finale se joue en République démocratique du Congo. Et donc, parce que nous accueillons la finale, moi je crois que tu nous appartiens. Et que dans tout ce que tu diras, bien sûr, on t'imputera la RDC. Lorsque la RDC jouera, tu seras attaché. Lorsque la RDC fera, tu seras attaché. Et dans beaucoup de choses. Donc, au nom de la République démocratique du Congo, de messieurs les recteurs, je vous dis merci de ces solutions innovantes que vous nous proposez pour l'amélioration de nos conditions de vie et surtout pour faire face aux défis climatiques et autres dans la ville de Kinshasa. Les questions de gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo sont cruciales pour assurer le développement de la sous-région et de ses habitants, tout en permettant à ces derniers de tirer le maximum des bénéfices des services rendus par les services en eau. Nous avons des sérieux problèmes d'accès aux services de ressources en eau. Et la difficulté, c'est quoi? C'est l'expertise, le manque d'expertise, le manque de ressources humaines. C'est ainsi que l'Université de Kinshasa, dans sa vision d'internationalisation, a créé cette école doctorale, l'école régionale de l'eau, qui se veut une école d'excellence. Et je crois que ce travail, et le travail qui venait d'être défendu il y a quelques semaines,
montre déjà cette voie d'excellence. Dans ce sens, l'école régionale de l'eau de l'UNIKIN continuera à jouer son rôle de premier plan dans la formation d'une élite capable d'apporter une contribution significative dans les questions de l'eau, denrée indispensable au développement du bassin du Congo qui dispose d'énormes potentialités appelées à contribuer au développement socio-économique de ses habitants. L'eau douce ayant une valeur économique, elle constitue donc un bien économique dans tous ses usages. Avant d'aller, comme je vous l'ai dit tantôt, à Yaouma, dans la province de la Chopo, nous allons d'abord vous proposer quelques éléments d'information sur, par exemple, l'empreinte écologique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par empreinte écologique? Nous avons posé la question à un expert. Que dit l'expert sur les termes empreinte écologique? Florine Yamoga nous donne la réponse dans cet élément. L'empreinte carbone, c'est le niveau d'émission d'une activité quelconque. Je parle bien d'émissions de gaz à effet de serre. On va demander encore le gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est un certain nombre de gaz qui font partie de la composition de l'atmosphère terrestre avec une concentration bien déterminée. Mais on a remarqué que les activités humaines font monter la concentration d'un certain nombre de ces gaz-là parce qu'elles émettent déjà des quantités qui sont trop importantes. Et à partir d'un certain seuil, ces gaz commencent à avoir un effet de réchauffement sur la planète. Donc l'effet de serre a un effet normal de réguler les éléments climatiques dans la biosphère. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui dépendent de la température. Et si on dépasse un certain niveau de concentration de ces gaz à effet de serre, l'effet c'est que les températures moyennes à la surface de la Terre augmentent. Et ça provoque tout un tas de changements dans tous les paramètres climatiques. Et c'est ça qu'on appelle les changements climatiques. Donc l'empreinte carbone d'une activité, c'est le niveau auquel cette activité émet des gaz à effet de serre. Et comme la référence pour les gaz à effet de serre, c'est le carbone, qui est considéré comme la référence, tous les gaz à effet de serre émis, on les transforme en leur équivalent carbone. Je vais donner un exemple simple. Transporter 10 tonnes de marchandises sur 100 km avec un camion diesel dans le contexte du Congo génère autant de tonnes de carbone. Ça veut dire que ce trajet-là a une empreinte carbone de autant de tonnes d'équivalent de CO2. Comme nous avons parlé d'empreinte écologique, nous allons parler de crédit carbone. Et à Yaouma, l'administrateur adjointe du territoire de Yaouma, Madame Marie-Thérèse Batio, a évoqué cet aspect de crédit carbone parce que la République démocratique du Congo, comme vous le savez, c'est un pays forestier et qui dispose de potentialités énormes en ressources forestières. Et le pays devrait donc gagner de moyens financiers, bien sûr, en ce qui concerne les services environnementaux rendus à la planète. Madame Batio, Marie-Thérèse, nous donne l'information par rapport et lance d'ailleurs un cri d'alarme aux bailleurs de fonds qui doivent apporter des fonds, qui doivent apporter des moyens financiers pour que la République démocratique du Congo puisse continuer à protéger, à préserver ses forêts au profit de la planète tout entière. Je vous laisse suivre la petite interview que nous avons réalisée avec Marie-Thérèse Batio, qui est administrateur du territoire adjointe, chargée des questions financières à Yaouma, dans la province de la Chopo. On est dans le territoire de Yaouma, et précisément dans la forêt de Yaouma. On est à route vers le Yaouma Centre. On était dans une mission à Yassamola. Vous avez vu les routes de Yaouma. Mais Yaouma possède une grande richesse qui est la forêt et l'eau. Mais on ne bénéficie pas de cela. Sur ce, nous demandons aux bailleurs de fonds de nous soutenir avec les moyens pour qu'on puisse arranger des routes, et construire des écoles ou soit des hôpitaux pour qu'on puisse un peu bénéficier de cela. Et pour conserver aussi notre forêt. Nous demandons les moyens pour le crédit carbone, puisque nous, on n'a pas de moyens, mais il y a d'autres pays qui bénéficient de l'air que Yaouma lui donne. Sur ce, nous demandons les moyens pour cela. Comment la RDC en général et Kinshasa en particulier peut s'en tirer dans le de la gestion de ces déchets, parce que le pays en produit, la capitale en produit autant de tonnes par jour.
On parle de 10 000 tonnes de déchets par jour. Mais comment la ville peut s'en sortir? Faudra-t-il un plan municipal de gestion des déchets? En tout cas, pour Florine Nyamoga, c'est toute une armée qu'il faut mettre en place pour gérer les déchets dans la ville-province de Kinshasa. Armée, en tout cas, dans les se munir des armes, de bombes, et ainsi de suite. Mais qui doit gérer cette question des déchets, qui doit se donner en tout cas à fond pour que la ville-province de Kinshasa puisse s'en sortir dans la gestion de ces déchets. Je vous propose de suivre l'interview que nous avons réalisée avec Florine Nyamoga sur la question de la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa et en République démocratique du Congo tout entière. Au-delà des autres choses qu'on peut faire avec les déchets, c'est dans le cadre d'une économie circulaire qui est mise en place. On peut aussi générer des crédits carbone en faisant subir aux déchets un certain nombre de traitements qui permettent à ceux qu'ils réduisent leur niveau d'émission de méthane ou bien qu'on récupère le méthane qui est émis. Et on peut faire créditer ça et avoir des revenus supplémentaires pour continuer à appuyer le secteur des déchets. Pour le Congo, la première chose à faire pour mieux capturer toutes les potentialités économiques qu'il y a dans les marchés dans la gestion des déchets, j'ai toujours dit, il faut d'abord commencer par structurer ce secteur. Malheureusement, pour le moment, on a remarqué que depuis toutes ces années, on accumule des interventions conjoncturelles. Donc on voit des déchets ici, on dit on va les enlever, on va les jeter et puis c'est tout, on attend les prochains tours. Ce sont des interventions conjoncturelles qui, si elles ne se posent pas dans le cadre d'un système qui est déjà structuré, bien organisé, ne vont pas avoir des effets durables. Parce que les déchets se produisent au jour le jour et les actions pour les gérer devraient être dans une approche systémique, pas dans une approche d'action conjoncturelle, parce qu'on a vu des tas de déchets dans une décharge qui est devant, par exemple, l'hôtel de ville. On met en place une équipe qui va dégager ça, qui va aller mettre ça on ne sait où, on ne sait pas où. Et puis demain, on retrouve le même tas, peut-être pas devant l'hôtel de ville, mais ailleurs, etc. Ça, ce sont des solutions, des actions conjoncturelles. Et le problème lui-même est au fond structurel. Dans des termes simples, il faut d'abord commencer à organiser le secteur. Par exemple, si dans une commune, les gens savent qu'est-ce qu'ils doivent faire de leurs déchets, parce que personne ne le sait. Moi, lorsque je génère les déchets, j'en fais quoi? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui ne m'est prescrit pour le faire. Et moi, je me contente de les donner peut-être à quelqu'un qui va aller en faire je ne sais quoi. Donc si d'abord on commence par clarifier qu'est-ce qu'on veut faire de nos déchets, c'est le début de la réflexion. Et à partir des options qu'on aura prises sur ce qu'on va faire de nos déchets, ce qu'on appelle les orientations stratégiques, on va réfléchir sur tout le cadre qu'il faut pour atteindre ces résultats. Je donne un exemple concret. Si on décide qu'on va privilégier, par exemple, la valorisation des déchets et qu'il reste vraiment le minimum de déchets à amener à la décharge finale, on va mettre en place une structure, une infrastructure qui permettra d'alimenter toutes les filières de valorisation. Par exemple, aujourd'hui à Kinshasa, à un moment donné, pendant quelques années, l'année où l'Union européenne était en train d'appuyer le système, on avait vu des stations de transfert, c'est-à-dire des centres où on pouvait venir déposer les déchets et des camions viennent les récupérer pour les amener en Passa, au centre d'enfouissement technique. Donc on avait tout un système qui était basé sur un seul itinéraire technique, donc aller amener les déchets en Passa, c'est tout. Mais si on décide par exemple de les valoriser, on ne va pas partir des stations de transfert vers le centre d'enfouissement. On va mettre en place par exemple des centres de tri pour qu'avant d'aller jeter, on essaie de trier. On dit non, ça va aller chez les gens qui font la méthanisation, ça va aller chez les gens qui travaillent sur le plastique, ça va aller chez les gens qui recyclent l'aluminium, etc. Et on aura séparé les déchets comme ça pour les orienter vers différentes itinéraires de valorisation. Et c'est ceux qui restent seulement qu'on va aller amener à la décharge finale. Donc un système de gestion de déchets qui est bien structuré et qui répond à des objectifs bien précis, ne peut pas se contenter d'aller jeter les déchets à la poubelle. C'est de la richesse qu'on est en train de jeter. Et donc, si on met en place si on a levé l'option de favoriser la valorisation, comme on appelle l'économie circulaire, ça sera différent de si on avait levé l'option de tout amener à la décharge finale. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'on commence la réflexion par se dire qu'est-ce que nous faisons de nos déchets? Qu'est-ce que nous voulons faire de nos déchets? Et à partir de là,
on met en place des outils de planification, on met en place des outils de sensibilisation, on met en place la réglementation, on met en place la taxation, etc. Et tous les éléments commencent à fonctionner l'un dans l'autre. Et après, les gens s'étonnent qu'on ne voit plus un seul papier sur la route. Rentrons à présent dans le territoire de Yaouma, dans la province de la Chopo, pour parler des enjeux, des défis de cette province de façon générale, mais surtout de ces territoires de Yaouma. Nous avons interrogé l'administrateur du territoire de Yaouma qui nous donne un certain nombre d'informations sur les territoires, l'exploitation forestière. Bien sûr, qu'est-ce qu'un étranger ou encore un non-originaire de Yaouma, de la Chopo, peut trouver sur les territoires de Yaouma. En tout cas, son administrateur du territoire nous donne un certain nombre d'informations sur les territoires de Yaouma, ses enjeux, ses défis, ses potentialités. Regardez plutôt cette interview. Le territoire de Yaouma, c'est un territoire qui se trouve en pleine forêt équatoriale. Les infrastructures, la plupart ont été construites avant l'indépendance. Donc je voulais dire qu'il y a la vétusté des bâtiments administratifs. Les routes ne sont pas réhabilitées. Il n'y a pas de logement pour les agents. Donc, en tout, la santé de la territoire de Yaouma n'est pas satisfaisante, comme vous demandez l'état du territoire en général. Dites-nous, aujourd'hui, si l'on vient dans le territoire de Yaouma, qu'est-ce qui va attirer celui qui vient chez vous? Ceux qui viennent à Yaouma, en principe, ce sont des exploitants forestiers. Ils seront attirés par la forêt. Oui? Et si ce sont des exploitants agricoles, ils vont voir la fertilité, ils vont voir la verdure. Hein? C'est ça. Donc, sur le plan touristique aussi. Hein? En tout cas, celui qui vient à Yaouma est attiré par la nature. La nature, parce que nous sommes vraiment en pleine forêt équatoriale. La RDC est dotée d'immenses ressources naturelles, dont les ressources forestières, comme vous l'avez dit. Quel est l'état des lieux de l'exploitation forestière dans le territoire de Yaouma? Dans le territoire de Yaouma, il y a la société Booming Greens qui exploite la forêt actuellement. Mais à l'époque, il y avait des sociétés comme CEDAF, il y avait Cibo, il y avait des sociétés qui exploitaient, mais actuellement, c'est la société Booming Greens qui exploite à Yandouka, dans le chefferie de Mombessa, et aussi au groupement Bokala, dans le secteur de Bouma. Est-ce que cette société est en bon terme avec les autochtones, les populations locales, en ce qui concerne les droits et les obligations des uns et des autres? Oui, bon, pour le moment c'est arrangé, parce qu'il y avait une incompréhension au début. Quand cette société est arrivée, la communauté a exigé qu'on puisse lui présenter le clause social, le cahier de charges. Parce qu'on avait signé le cahier de charges, c'était en 2023. Mais tout ce temps qui est passé, la communauté ne savait plus quels sont les projets que la communauté avait proposés. Parce qu'il s'est passé beaucoup de temps, alors que la société devait disponibiliser un exemplaire de clause sociale pour se souvenir de ce qui est de ça. Alors, la communauté a demandé ça, comme la société n'avait pas disponibilisé ça. Déjà, il y a eu un bras de fer entre la communauté et l'autre. Au cours de la mission dont nous avions parlé en début de cette émission, il y avait également J.R. Bowela, qui est un acteur de la société civile. Il y avait l'assistant du secrétaire général aux affaires coutumières, M. Steve Moudiaï. Il y avait également Mme Dorothée Lissenga, qui était en fait la chef de mission. Nous les avons interviewés tous trois et nous vous proposons de suivre tour à tour
les réponses qu'ils ont apportées à nos questions par rapport non seulement à la mission effectuée dans le cadre de la vulgarisation de la loi sur la protection et promotion des peuples autochtones pygmées, mais aussi sur la gestion de la province, sur la gestion du territoire, sur les potentialités du territoire et les défis auxquels ce territoire est confronté. Je vous laisse suivre ces différentes interviews dans ces éléments. Certes, nous avons la mission de gérer la question des peuples autochtones, et avec cette avancée de la loi 22030, qui porte promotion et protection des peuples autochtones pygmées, il y a plusieurs droits qui leur sont reconnus, notamment les droits politiques, les droits civils, les droits économiques, les droits sociaux. Ils ont droit à travailler, ils ont droit aux hôpitaux, les droits culturels, les droits à l'environnement. Là, il faut dire quelque chose parce qu'ils ont des droits. Nous les avons vus révolter. Il y a des contrats sociaux qui ne sont pas respectés. On ne les consulte pas pour l'exploitation de leurs forêts. Et ils sont très révoltés, ils arrivent même à en venir aux mains face aux exploitants. Donc je crois qu'à ce sujet-là, il faudra que nous, en tant que gouvernement, nous puissions prendre les mesures qu'il faut pour que la promotion et la protection de ce peuple soient réellement effectives. Et il y a, outre cela, leur droit à jouir de leurs terres et de leurs richesses. Nous devons y aller et faire en sorte que cela soit effectif, surtout qu'ils ont aussi droit au travail. Nous avons vu en fait des pygmées révoltés qui se sentent abandonnés à eux-mêmes. Bon, comme la question du PA, c'est une question transversale, tous les autres ministères vont s'impliquer. Il y a la vulgarisation proprement dite, puis il y a la mise en place d'un cadre interministériel et la mise en place d'un cadre de concertation de tous multi-acteurs. Donc tout le monde doit s'impliquer. Ce sont les dispositions que nous avons prises et d'ici là, nous allons descendre sur le terrain pour vulgariser justement cette loi. Et dernièrement, on a eu un atelier important. Il s'agissait de présenter les outils de vulgarisation et d'essayer de les harmoniser pour que nous ayons une même politique et que nous n'allions pas en sens divers. Après la vulgarisation, nous avons mis l'accent sur les différents droits des peuples autochtones pygmées. En plus de cela, en tant qu'expert en environnement, monitoring forestier, nous avons constaté également d'autres faits en lien avec les communautés et les ressources naturelles. Normalement, il y a un conflit actuellement, j'ai dit actuellement, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un conflit entre les communautés et l'exploitant, la société Booming Green. Booming Green, vous connaissez, il y a un problème au niveau de la réalisation des clauses sociales. Donc, Booming est en train d'exploiter, de couper les forêts, les arbres, et ainsi de suite, mais les communautés ne se retrouvent pas. Pas d'école, pas de centre de santé, il n'y a pas réhabilitation des routes, et ainsi de suite, même au niveau des routes, des dessertes agricoles. Donc, nous demandons que la société civile respecte leur engagement de faire le monitoring forestier, l'exploitant forestier respecte les clauses sociales en faveur des communautés et l'État se retrouve. Parce que l'exploitation forestière, c'est d'abord l'exploitant forestier qui bénéficie. L'État doit bénéficier à travers les taxes et les communautés locales et peuples autochtones doivent bénéficier à travers les clauses sociales. Mais Booming Green continue à s'entêter sans respecter les clauses sociales. Je suis né dans les profondeurs mystérieuses de cette forêt que personne ne peut s'imaginer. Je me suis baignée dans cette eau, c'est là où j'ai grandi. Après l'école, je devais prendre ma calebasse pour venir puiser de l'eau ici, faire la chikwang et toutes les activités récréatives que ça pouvait m'aider. Je suis né dans cette forêt où je devrais me livrer avec mes parents à la cueillette, aussi la chasse et la petite pêche de l'écopage avec ma mère. Alors, nous sommes ici dans le cadre de la vulgarisation de la loi autochtone. Bien sûr, au niveau du territoire, on a testé les outils pour la vulgarisation et nous avons aussi visité les peuples autochtones en état d'isolement volontaire au niveau de la grande forêt à Yassamula. Parce que
les autres peuples autochtones. Il y a d'autres qui se retrouvent même dans des villes, dans des grands centres extra-coutumiers, les autres le long des routes, dans des villages ascendants, où on trouve 3 types. Il y a les villages autochtones, les villages mixtes, et puis les villages aussi, là où on trouve toutes catégories confondues de ces populations-là qui sont à Yaouma. Mais ceux qui sont à l'état naturel se trouvent dans les campements, dans les forêts. Toutes les activités se passent là-bas. Et c'est là où nous venons au campement, le Inji, du Kolo, au niveau de Yasamola. Deuxième tour, nous viendrons ici à Yalonde pour aller dans la forêt de Moé, là où on peut même booster l'écotourisme. Là où on peut même booster les études sur les questions qui concernent la foresterie communautaire, les questions de terre et tout ce qui nous entoure. Donc, sous l'appui de AINI, Leading for South, c'est cette mission-là qui s'est réalisée. Les peuples autochtones ont accueilli la loi. Ils disent que c'est l'arme de combat et de libération, mais pratiquement, ils ne retrouvent pas leurs droits. Comment? Les droits à l'éducation, les droits à la santé, tout ce qui est relatif avec les 8 étapes qui se trouvent au niveau de la loi. Madame, Messieurs, c'est par cette note de Yaouma que nous bouclons cette émission Vers Info qui va revenir bien sûr déjà la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même fréquence. En tout cas, nous vous disons merci. Merci de nous avoir soutenus tout au long de l'année 2024. 2025, nous serons encore là et toujours pour vous apporter l'information environnementale, l'information sur le développement durable, parce que nous avons besoin de ce développement durable et l'échéance, c'est à l'horizon 2030. Il faut faire les bilans. On est où? On était où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va par rapport à la réalisation des objectifs de développement durable. En 2025, nous allons en tout cas vous apporter toute l'information liée au développement durable et à l'environnement. Merci de nous avoir suivis. Nous vous réitérons nos vœux le meilleur pour cette année 2025. Au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous en tout cas qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt.